les collègues ont présenté l'étude, ou bien des études sur à l'échelle microscopique. Alors cet après-midi-là, on va voir à l'échelle macroscopique. On va passer des faibles coraux au fort coraux. Alors ma présentation sera organisée comme suit. Différentes topologies de champs photovoltaïques, les structures du convertisseur photovoltaïque et l'interaction entre les systèmes photovoltaïques et le réseau électrique pour terminer avec les améliorations et les axes de recherche possibles. Donc il est très utile de rappeler que les enjeux majeurs sont donc la rareté, le gisement solaire qui sont de plus en plus rares, et la nécessité de lutter contre le changement climatique. Alors, d'autre côté, nous avons donc l'énergie solaire qui est abondante, qui est propre et qui est disponible. Alors, ceci explique les croissances exponentielles de cette énergie. Alors, on a ici qu'on a une croissance mondiale de 35% par an depuis l'année 1998. Elle a passé de 1,5 GW en 2000 jusqu'à 67,4 GW fin 2011. Et on prévoit un taux de croissance de consommation de 14% de la consommation mondiale à l'horizon 2030. Alors que ceci pour... Juste une petite astuce, regardez son ordinateur. Voilà. Tout ça pour vous dire que l'enjeu est donc majeur. Cependant, cette énergie est caractérisée par les éléments suivants. Il y a une variation de la gamme de puissance qui va de quelques kilowatts jusqu'à plusieurs mégawatts. Le nombre de producteurs peut devenir très important, surtout lorsqu'on pense à la production basse tension. Et la plupart des raccordements sont réalisés côté basse tension pour des puissances inférieures à 3 kW. Et donc, l'élément essentiel qui les constitue, ce sont les convertisseurs statiques qu'on va donc présenter par la suite. Et une dernière caractéristique, c'est que cette énergie-là, elle est intermittente. Alors, si donc on s'intéresse à la production d'énergie photovoltaïque, il s'agit du stockage, la supervision et la protection, sachant qu'il y a deux schémas, soit qu'on travaille en réseau isolé, en public, ou bien en réseau, en schéma connecté au réseau, c'est en gris. Alors, si on s'intéresse à la caractéristique courant-tension, on s'aperçoit qu'il est non linéaire et il dépend de deux paramètres, à savoir l'ensoleillement et la température. De ce fait, nous avons un point maximal de puissance qui varie en fonction de ces deux paramètres-là. Et donc, pour pouvoir extraire le maximum de puissance, il faut prévoir un système qui permet de suivre ce point-là en fonction, bien sûr, de la variation de ces paramètres-là. Alors, il existe plusieurs algorithmes, plus que 19, la méthode de perturbe paradoxale, le hill climbing, jusqu'à l'utilisation des techniques intelligentes comme la GFLO et le PSO. Alors, l'algorithme est simple, il consiste à mesurer la tension, mesurer le courant, calculer la puissance, et comparer avec la puissance de l'état initial, et essayer de situer le point, est-ce qu'il est à droite ou à gauche du point maximal initial. Et ainsi donc, on va essayer de ajuster la référence de telle façon à retrouver le point de fonction maximale. Et donc ceci c'est très intéressant pour pouvoir extraire la puissance maximale. Donc la nécessité d'avoir un système qu'on appelle tracker. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à la partie conversion et à la partie interface réseau. Il existe plusieurs topologies. La première topologie, c'est le modulaire central. Et nous avons ici un exemple de trois strings. Tout d'abord, nous avons un module. Un module, il est composé de plusieurs cellules. Alors ici, les cellules sont connectées soit en parallèle et en série. En parallèle pour augmenter le courant, en série pour augmenter la tension. Cet ensemble constitue le panneau photovoltaïque. En plus, on peut avoir une association de ces panneaux photovoltaïques pour pouvoir constituer un champ. Alors là, nous avons donc un seul onduleur. Alors c'est quoi le rôle d'onduleur?
Alors tout d'abord, comme on a dit, donc, il faut extraire la puissance maximale. Donc c'est la première, c'est ça, c'est l'option qui est intégrée. Une deuxième option, c'est de pouvoir faire la conversion de la tension continue vers la tension alternative pour pouvoir éjecter donc, la puissance vers le réseau électrique. Alors c'est la première structure qui a été utilisée dans les années 90 pour les grandes puissances allant de 20 jusqu'à 400 kW. Elle est très simple, à faible coût, puisqu'elle utilise un seul onduleur et nécessite une maintenance simple. Cependant, l'un des cas majeurs, c'est que nous avons un seul système suiveur, et donc ça ne permet pas d'extraire la puissance maximale, surtout s'il y a des phénomènes d'ombrage, et il y a des pertes et des risques d'électrique continu. Et bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, c'est une structure qui n'est pas évolutive, et surtout s'il y a une défaillance côté onduleur, donc là, on ne peut pas assurer la continuité de service. Alors pour pallier à ces inconvénients, nous avons une deuxième structure appelée l'onduleur rangé. Alors là, vous avez onduleur par string, ce qui permet d'augmenter la discrétion de la puissance et donc extraire le maximum de puissance et améliorer donc la continuité de service, puisque donc si un string tombe en panne, donc les autres vont assurer la relève. Et d'après une étude qui a été effectuée, on remarque que 12% d'énergie est produite de plus par rapport à la structure précédente. Cependant, il est nécessaire d'établir une coordination entre les différents onduleurs pour ne pas avoir donc, des strings qui peuvent fonctionner comme récepteurs et donc risquent de détruire donc, les panneaux photovoltaïques. Mais si on compare les pertes dans les liaisons conductrices, dans les convertisseurs, à savoir les pertes de commutation, c'est de l'ordre de 10%. Une troisième structure qui permet d'améliorer davantage donc, les autres structures, c'est le racheur rangé. Alors là, on fait appel à deux convertisseurs statiques. Donc, le premier, c'est un racheur, ou bien qu'on appelle le convertisseur boost. Il permet d'élever le niveau de tension, sachant qu'on doit donc passer par exemple d'une tension qui est standard 12, 24, 36 ou 48 à une tension réseau 230, 400 volts. Il nous faut élever la tension pour faire la deuxième conversion, c'est le passage en tension alternative. Là, l'avantage aussi, c'est que certaines tâches vont être réalisées par les racheurs, à savoir le système tracker, la poursuite du poids de pose maximal, et donc ce qui permet d'alléger le coût de l'installation. Et bien sûr là, on retrouve le défaut de la première structure, à savoir la non-continuité de service en cas de défaillance de l'onduleur. Alors maintenant, toujours, comme j'ai donc avec les panneaux solaires, le problème c'est le problème toujours de l'ombrage. Prenons le cas par exemple du nuage. Donc s'il passe donc, devant des cellules, une étude a montré que 3% d'ombrage peut conduire à une perte de 50% de la puissance. Et donc l'idée c'est d'utiliser des trackers par panneau photovoltaïque pour pouvoir maximiser la puissance. Et donc là, on arrive effectivement à avoir une structure qui peut évoluer, mais le rapport d'élévation il est assez élevé, et donc les pertes vont augmenter, ce qui va dégrader le rendement de la structure. Pour pallier à ces inconvénients et conserver les avantages de la structure précédente, on utilise ce qu'on appelle le racheur modulaire série. Et là donc, les racheurs sont reliés en série pour diminuer le rapport d'élévation. Cependant, la complexité de la commande rend cette structure-là encore d'études pour la développer et pour donc améliorer les performances. Alors à présent, donc on va voir maintenant la partie interface réseau. Et cette partie-là, donc il existe, comme pour la partie conversion, il existe plusieurs structures. Et ces structures-là sont classées selon 4 critères. Le premier critère, c'est l'existence d'une isolation galvanique entre la partie continue et la partie alternative.
Cette isolation, est-ce qu'elle est à haute fréquence ou bien est-ce qu'elle est à basse fréquence? Et le nombre d'étages de conversion. Et bien sûr, est-ce que l'installation est en triphasé ou bien en monophasé? Alors, la première structure, c'est la structure conversion mono-étage. Et là, vous avez, en haut, vous avez deux schémas, soit donc un onduleur monophasé ou bien un onduleur triphasé. Et là, l'onduleur, il doit faire la conversion continue alternative. Il doit intégrer les fonctions de protection, à savoir l'NTPT et la fonction anti-pilotage, et bien sûr toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. Alors, maintenant, la deuxième conversion, c'est la conversion en deux étages. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le hacheur rangé, c'est-à-dire qu'on a un convertisseur boost et un onduleur triphasé. Donc, le convertisseur boost, c'est pour élever la tension et pour extraire la puissance maximale. Et l'onduleur triphasé, c'est pour réaliser donc la liaison avec le réseau. Et là, l'avantage de cette structure-là, c'est que nous avons la possibilité de travailler en site ou bien en schéma isolé, en connectant par exemple des batteries sur le bus continu pour pouvoir stocker de l'énergie. Et l'handicap majeur de cette structure-là, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité causés par les capacités parasites des panneaux photovoltaïques qui apparaissent entre les masses métalliques et la terre. Et donc là, il faut donc fatalement penser à réaliser une isolation galvanique. Et là, donc, là, on passe aux structures isolées. Alors là, nous avons deux possibilités. Alors la première, c'est travailler à basse fréquence. Alors, transformateur à basse fréquence, c'est une solution très simple. Cependant, le prix il est élevé et il y a un problème de encombrement, parce que vous avez des circuits magnétiques pour les magnétiser. Donc là, nous avons donc l'encombrement et la taille qui sont pénalisants. Alors maintenant, pour résoudre ce problème-là, on essaie de travailler à haute fréquence. Fréquence supérieure à 1 kHz, ce qui permet de réduire la taille et le poids du transformateur et des éléments de filtrage. Cependant, il faut maîtriser les pertes. Alors là, nous avons une structure flyback, alors qui combine un HE avec un transformateur de fréquence. Cette structure-là, elle est réservée pour une faible puissance, jusqu'à 200 watts. Alors, mais il y a des solutions pour les grandes puissances, à savoir ce qu'on appelle les onduleurs à résonance. Pourquoi les onduleurs à résonance? Parce que nous avons donc deux commutations, une commutation spontanée et une commutation commandée, ce qui permet de réduire les pertes par commutation, puisque les pertes par commutation elles sont proportionnelles à la fréquence de hachage qui est de l'ordre de jusqu'à 50 kHz. Alors maintenant, bien sûr, nous avons deux systèmes, nous avons l'installation photovoltaïque et nous avons le réseau d'emprunt. Donc il y a des interactions entre les deux systèmes. Alors, on va commencer par quelques problèmes concernant l'influence du système PV sur le réseau de distribution. Le premier problème, c'est que on risque d'avoir une tension élevée dans le cas où nous avons un fort ensoleillement et une faible consommation. Donc, qui dit faible consommation, ça veut dire un courant faible, donc les chiffres de tension sont faibles, et donc le plan de tension va augmenter. Automatiquement, donc, les appareils de protection vont réagir et risquent de découpler le système photovoltaïque. Le deuxième problème, c'est que possibilité d'influencer sur le plan de protection, puisque donc là, les systèmes de flexibilité et de sensibilité, ils seront donc affectés et donc risquent de, comme j'ai dit tout à l'heure, déclenchement intempestif des départs sains. Il y a aussi un troisième problème, plus important, c'est l'influence sur la qualité d'énergie, à savoir l'injection des harmoniques de courant dans les systèmes et conduire au vieillissement et à la saturation du transformateur. Et un troisième point toujours. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc il y a un troisième point, c'est les déséquilibres entre phases. Normalement, nous avons un système triphasé, nous devons avoir la somme des tensions égale à 0. Or, puisque nous avons des installations monophasées qui ne sont pas réparties d'une manière équilibrée entre les différentes phases, ceci peut engendrer un déséquilibre des systèmes.
Et enfin, on a l'influence des pertes, surtout pour les installations de grande puissance. Puisque donc, vous avez donc les lignes de transport et vous avez bien sûr les champs de tension pour les lignes de transport. Alors maintenant, côté réseau sur le PV, nous avons donc le régime neutre et les courants de fuite. Alors, les courants de fuite, nous avons trois régimes neutres, normalement le régime TT, le régime TN, le régime TT. Et donc, s'il y a un courant de fuite, normalement, les systèmes de protection vont réagir. Alors là, nous avons des courants de fuite qui sont engendrés par les courants de décharge capacitifs qui apparaissent avec certains panneaux photovoltaïques, en l'occurrence les panneaux photovoltaïques à base de couche NICE. Et bien sûr, le niveau de tension, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, la présence d'une composante continue, de tension, les interharmoniques et le creux de tension, qui est donc un problème crucial. Là, nous avons donc devant nous une étude qui a été faite sur 12 onduleurs. Et là, on montre que, par exemple, si je prends une convertisseur numéro 4, si la tension descend au-dessous de 85% de la tension nominale, le système réagit de manière instantanée. Si je prends par exemple le convertisseur 9, donc il réagit pour 80%, au moins pour un temps de 160 millisecondes, et il réagit en 120 millisecondes pour une chute de 90%. Donc là, d'une manière générale, tous les convertisseurs sont à la norme, qui est 200 millisecondes, mais il y a une certaine dispersion et une certaine, si vous voulez, donc ils sont un peu sévères, puisque donc ils sont quasi instantanés, ce qui engendre un déclenchement donc intempestif. Et là, nous avons un schéma. Supposons qu'on a un court-circuit sur le bus B, nous avons un pic de courant qui engendre une chute de tension qui va être interprété comme un défaut et nous aurons donc un déclenchement d'un dégât sain, ce qui permet donc d'éliminer le champ PV, ce qui peut contribuer à le déséquilibre entre la consommation et la production. Bon, alors il y a des solutions, donc à savoir, on peut par exemple temporiser la production, donc ajouter un retard, ou bien au lieu d'avoir un seuil fixe, utiliser un gabarit de tension, ou développer des structures de contrôle pour contrôler la tension. Alors, bien entendu, il y a des normes qui permettent d'établir certains cahiers de charges pour pouvoir faire l'accordement. Alors, les normes sont donc établies par le CEI, la Commission électrotechnique internationale, et bien sûr la F3E. Alors là, donc, ces normes-là concernent donc les standards de ressources d'interconnexion, les pratiques recommandées pour faire interface entre réseau et système photovoltaïque, et la caractéristique des interfaces réseau. Sachant bien sûr qu'il y a des normes nationales, vu que chaque pays donc, il a des particularités qui caractérisent son réseau. Là, à titre indicatif, nous avons donc par exemple pour la norme IEC, donc on a, si la tension sort des plages 0,85 jusqu'à 110%, le système doit déclencher au bout de 2 secondes. Alors j'en passe. Là aussi, donc, le courant continu ne doit pas dépasser 1% de la courant assigné par l'onduleur. Le taux d'harmonique ne doit pas dépasser 5% tension et courant. Et s'il y a un problème d'énotage, c'est-à-dire que le système est déconnecté, le système ne doit pas fonctionner au réseau. Donc il doit déconnecter en 200 millisecondes. Et donc vous demandez de conclure. Je vais conclure. Alors pour conclure, donc il y a bien sûr, à l'issue de ce que je viens de présenter, il y a donc des axes, si vous voulez, de recherche, développement et des pistes qu'on peut donc explorer, bien sûr, avec nos partenaires industriels. Alors, à savoir donc l'intégration de la fonction d'aide à la tension, la supervision de la tension réseau, le filtrage des harmoniques courants, sachant qu'il y a des solutions qui existent déjà, mais ça n'empêche de les améliorer, à savoir même les intégrer dans un seul onduleur. Et bien sûr, donc, limiter la composante continue. Et là, bien sûr, on peut intégrer aussi les fonctions donc, du smart grid. Même chose pour les équilibres entre les phases. Un point important aussi, c'est que jusqu'à maintenant, on n'utilise pas donc, les fermes éoliennes pour contribuer
au réglage de la puissance de tension à travers la puissance réactive. Et là, donc, je pense qu'on peut travailler là-dessus en utilisant des capacités ou bien des batteries qu'on peut donc les utiliser pour contrôler le niveau de tension, mais aussi pour contribuer au contrôle de tension du réseau électrique. Ça, sans oublier aussi qu'il y a donc des mesures à prendre sur le plan réglementaire. Donc, ils vont en parallèle. Bien sûr, il faut donc élaborer des textes normatifs, des cahiers de charges bien spécifiques. Sachant comme vous venez de remarquer, il y a plusieurs dealers sur le marché. Et donc là, il faut bien sûr préciser et définir de manière claire les subtensions de fréquence, la puissance installée maximale à ne pas dépasser, la distinction entre un dealer avec ou son transformateur et bien sûr le temps d'harmonie. Et je vous remercie pour votre attention.